Bon, bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous et de clore cette belle journée. Je crois que vous avez parlé de tout, de recherche, d'innovation, d'industrie, de conflictualité, de souveraineté, de politique, de marché public. Alors je vais pas conclure en résumant en fait, au contraire, je vais rajouter une couche, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, je vais venir parler un petit peu de diplomatie. Euh, pour moi-même, c'est intéressant parce que certains le savent, j'ai passé une vie dans le numérique. J'ai créé ma première entreprise numérique en 1995. Donc voilà, on était 15 000 internautes en France, il y avait 10 000 sites web. Il y avait un moteur de recherche qui s'appelait Yahoo. Et puis j'ai créé des entreprises, j'ai travaillé à l'informatique de l'État. Et puis depuis 3 ans à peu près, je dirige la diplomatie numérique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et j'ai découvert moi-même ce que vous savez peut-être pas tous en fait, mais c'est que face à tout ce dont on parle, la diplomatie, ça compte. Le dialogue entre États, une tentative de peser sur la manière dont s'organisent les relations entre États, qui n'est pas que justement le dialogue entre États, qui peut être de réussir à y injecter du multi-acteur, à convaincre les États, tous les États du monde, dont beaucoup ne pensent pas comme nous, qu'il faut travailler avec la société civile, avec les entreprises. La recherche de règles du jeu qui ne sont pas toujours de tomber tous d'accord, qui peuvent être aussi d'être sûr qu'on se comprend et qu'il n'y aura pas d'escalade incontrôlée et de dérapages brutaux. Tout ça, c'est des enjeux majeurs et qui, dans les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans le cyberespace, sont majeurs. La diplomatie, mais sauf s'il y a une question tout à l'heure, je n'avais pas prévu d'en parler, ça contribue aussi à l'effort que nous avons en ce moment au sein de l'Europe de faire partager par toute l'Europe une ambition de souveraineté numérique européenne et, j'ai envie de dire, une ambition de bonne et vraie souveraineté numérique européenne. Ça a été dit juste avant, la souveraineté, c'est pas le protectionnisme, la souveraineté, c'est pas le nationalisme. Moi, je pense que les informaticiens, je ne sais pas si Tariq Krim est toujours dans la salle, on est capable d'avoir un instinct de la souveraineté. La souveraineté, c'est l'autonomie stratégique, c'est quand personne ne peut vous débrancher. Voilà. Donc si vous bâtissez dans la plateforme d'un autre, il peut vous fermer le robinet. Si vous dépendez de données d'un autre, il peut vous couper les données. Si vous dépendez d'une filière d'approvisionnement de microprocesseurs qu'un État ou qu'un acteur monopolistique peut bloquer, vous n'êtes pas souverain. Donc la souveraineté, c'est l'indépendance stratégique. C'est pas contre les autres. On peut même progresser collectivement vers plus de souveraineté. Nous, par exemple, on essaiera d'introduire sous présidence française de l'Union européenne l'idée que le recours au libre, au commun, au logiciel libre, ça peut faire partie intégrante d'une stratégie de souveraineté. Ça n'épuise pas tout, mais quand même, plus il y a de ressources que nous avons en partage et dont personne ne peut nous exproprier, plus on est souverain. En fait, je ne vous vois pas. C'est assez bizarre comme dispositif. Donc je parle à un grand trou noir. Mais disais-je, je vais vous parler très brièvement en 10 minutes de la cyberdiplomatie, donc c'est-à-dire de ce qui se passe autour de la conflictualité dans le cyberespace. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est quelques idées simples, mais structurantes, je crois, c'est vous qui déciderez, et importantes. Et la première chose, elle est toute bête, c'est de réaliser tous à quel point ces questions ont changé en 20 ans. En fait, il y a 25 ans, j'écrivais ma thèse sur un Mac, et la cybercriminalité, c'était des gens qui faisaient des virus. Et le risque, c'était qu'il me fasse perdre le fichier Word avec ma thèse dessus. En gros, on vivait quand même déjà dans l'informatique individuelle, mais on vivait face à son écran. Et puis les méchants, ils faisaient des virus, souvent dans l'espoir de se faire eux-mêmes recruter plus tard par des services. Et on achetait des antivirus qui étaient globalement des préservatifs pour nos ordinateurs, quoi. Il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, vous le voyez tous. Et puis les États, eux, ils savaient faire des choses, mais ils s'en servaient surtout pour espionner. Aujourd'hui, vous le voyez comme moi, le numérique a envahi nos existences jusqu'à l'intime de l'intime, c'est-à-dire il y a du soft dans les pacemakers, il y a du soft dans les villes intelligentes, il y a du soft... Donc en fait, il a été pervasif comme ça dans le monde entier. Donc la surface d'attaque, c'est beaucoup plus que mon mémoire de thèse. C'est arrêter un hôpital, vider une banque centrale, faire atterrir en urgence, en catastrophe, des avions, ou même des trucs, bloquer tous les feux rouges d'une ville, etc. Les méchants, j'espère qu'on en a parlé aujourd'hui. Il y a des gens là-dedans
qui sont des mafias super riches, super puissantes, super structurées, qui recrutent les meilleurs talents du monde. Et les 3-4 équipes éditeurs de ransomware pour la communauté criminelle internationale, ils sont très forts. Et les États, ils ont compris que le cyberespace, c'est un espace de conflictualité, que ce n'est pas seulement un espace d'espionnage, et qu'on peut porter de rudes coups à l'adversaire en passant par ces trucs-là. Et aussi qu'on peut recevoir de rudes coups, puisqu'au passage, mais il suffit de se promener dans Mélipole, et on voit que globalement, aujourd'hui, l'équipement militaire, c'est des ordinateurs avec des roues ou des ailes ou des rotors. Donc c'est des gros ordinateurs volants, et les hackers peuvent faire des dégâts à n'importe quel matériel militaire. Donc voilà, le monde numérique a changé. Et en parallèle, et ça aussi c'est un peu terrifiant, les relations internationales se sont quand même tendues. Il y a en ce moment un degré de conflictualité et un degré de confrontation de modèles qu'on pensait franchement disparu après la fin de la guerre froide et qui est en train de revenir au même niveau au moins que la guerre froide. Je crois qu'on a tous vécu un exemple sous les yeux, le Covid. On aurait pu penser, nourri de films hollywoodiens, que le Covid, cette menace... En fait, l'humanité a vécu une commune menace en même temps sur toute la surface du globe. Après tout, ça aurait pu susciter de la coopération, du partage de données scientifiques, de l'échange de ressources pour lutter contre le Covid, etc. Et vous voyez bien que ça a fait l'inverse, et que ça a fait l'inverse au bout de 3 semaines. C'est-à-dire à peine ça a commencé, il y a un très grand pays, très à l'Est, qui a dit « Regardez comme mon modèle est le meilleur pour lutter contre le Covid ». Il y a des petits pays démocratiques, eux aussi en Asie, qui ont dit « Non, mon modèle à moi, il est encore meilleur ». L'Europe a dit « Attendez, nous aussi on a un modèle ». Les États-Unis... Et il y a eu d'abord, mais en quelques semaines, un conflit de modèles. Et très vite, c'est devenu un débat sur les outils de contrôle de l'épidémie, de détection, etc., etc. Donc en fait, l'humanité, en ce moment, elle en est là. Elle en est à ce qu'à chaque problème, immédiatement revient une logique de confrontation dure de modèles et de revendication du monopole du bon modèle. Donc évidemment, si vous avez cette tension et cette conflictualité et ce cyberespace qui envahit tout, il y a une conflictualité très grande qui se noue autour du cyberespace. Et je voudrais juste partager avec vous 3-4 idées sur le nouveau contexte stratégique qu'on oublie un peu parfois. Donc évidemment, je le développe même pas, tout le monde l'a repéré, le cyberespace comme espace de confrontation, c'est ubiquitaire, c'est instantané, c'est relativement aisé pour un certain temps, en tout cas, de dissimuler ses traces et donc d'attaquer masqué. Et donc, évidemment, ça change un peu. Ce n'est pas la même chose qu'envoyer les fantassins se regrouper près de la frontière et la traverser. Et ça pose des problèmes. Une chose qu'on oublie un peu plus, peut-être, c'est que c'est un espace artificiel, construit par des gens, par des entreprises, par des ONG, et que ce n'est pas la montagne ou la mer ou le désert. C'est un espace artificiel qui peut changer. Et je vous dis ça pour vous dire que les questions de gouvernance du cyberespace, de gouvernance d'Internet, de régulation des réseaux sociaux, etc., en fait, font partie du paysage stratégique et qu'on ne peut pas les penser complètement séparément. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays l'ont compris, puisque vous avez tous, j'espère, noté, ce qui est très grave, que la Chine, et très vite épaulée par la Russie, ont ouvert un groupe de travail à l'Union internationale des télécommunications pour dire que le protocole TCP/IP, qui fait tourner Internet depuis 50 ans, ça va bien 5 minutes, mais c'est quand même un peu décentralisé, un peu incontrôlable, un peu redondant, et qu'il est peut-être temps de migrer vers un protocole plus supervisé et plus facile à verrouiller. Donc ça veut dire que les conflits de vision du monde, maintenant, ils se déportent, y compris dans les couches les plus profondes de la conception du cyberespace. Et c'est peut-être une autre idée que je voulais partager avec vous, parce que j'entends trop de confusion. Enfin, les gens disent tout ça, c'est Internet. Donc mon idée, c'est que dans ce cyberespace qui nous envahit tellement, il est peut-être urgent que maintenant on apprenne tous à voir bien la différence entre Internet, qui est un protocole de communication entre machines qui tourne depuis 50 ans et dont nous, globalement, les Occidentaux, nous sommes plutôt satisfaits, et puis tous les problèmes dont on parle, la haine en ligne, les contenus terroristes, la pédopornographie, etc., qui quand même se passent dans des structures qui se sont posées sur Internet, notamment les réseaux sociaux, qui ont des règles de gouvernance qui sont juste l'inverse d'Internet, c'est-à-dire ils sont centralisés, fermés, non neutres, puisqu'il y a des algorithmes qui sélectionnent et qui propagent les informations. Et j'aimerais bien qu'on arrive à réguler, et on y travaille, les entreprises et les réseaux sociaux.
sans jeter le bébé avec l'eau du bain et sans en déduire qu'il faut contrôler les couches profondes. Et je crois que si on avait la salubrité, l'hygiène mentale de séparer les deux, on s'en trouverait mieux. Peut-être la dernière propriété stratégique du cyberespace que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il est unique et que c'est super important de se battre pour qu'il reste unique. Parce que quand vous entendez ce dont je viens de vous parler, un pays continent qui dit « et si on faisait un nouveau protocole TCP/IP ?» Je peux vous rassurer, l'Europe et les États-Unis ne vont pas accepter un système plus supervisé, peut-être un peu plus efficient, mais moins résilient et moins démocratique. On ne l'acceptera pas. Mais qu'est-ce qui se passe si la Chine nous dit « c'est pas grave, je vais le faire toute seule ». Donc on a 2 Internets. Qu'est-ce qui se passe si on a 2 Internets? Je pense qu'on en a 3, 4. Et qu'est-ce qui se passe si ces grandes puissances, de plus en plus nerveuses, ne partagent plus une infrastructure en commun? Et bien la tentation de taper l'infrastructure de l'autre, elle est très forte. Aujourd'hui, une des vertus quand même de cet Internet mondial, c'est que nous vivons dans la même infrastructure et que pour l'instant, à part des terroristes fous, personne n'envisage de démonter l'infrastructure puisqu'il pénaliserait son pays autant que les autres pays. Et donc je pense que le combat pour l'unicité d'Internet, ça doit devenir peut-être la loi zéro. Ok, régulons le cyberespace, mais d'abord gardons un cyberespace, quoi. Donc voilà un peu le nouveau contexte dans lequel se déploie la diplomatie cyber. Et dans ce contexte-là, on commence à voir monter des enjeux qui sont quand même un peu lourds. Le premier, je fais vite, on m'a dit une keynote de 15 minutes, donc chacun pourrait être développé, mais on en parlera ailleurs et dans d'autres enceintes. Le premier, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la guerre hors limite. En citant là un merveilleux bouquin de 2 colonels de l'armée de l'air chinoise à la fin des années 90, qui est écrit donc juste avant Internet, et qui nous dit aujourd'hui l'art de la guerre, ça va être l'art de la combinatoire de différentes armes, et après tout, spéculer sur les cours de bourse du blé ou faire tourner les images d'un soldat américain tué à Mogadiscio, ça peut être plus efficace qu'une victoire dans une bataille rangée. Et ça, il l'avait écrit avant Internet. Mais après Internet, il devient clair que dans une confrontation, rapport de force, pour l'emporter par la force, vider une banque centrale ou arrêter tous les hôpitaux d'un pays, ça peut devenir très tentant. Et nous, on ne le fera pas, puisqu'on respecte à la lettre les conventions de Genève, mais il faut savoir que ça peut entrer dans l'arsenal stratégique de certains pays, de geler ou d'attaquer ou de détruire des infrastructures civiles à un point rarement atteint. Et symétriquement, c'est presque la même idée, mais elle est un peu différente. On voit aussi qu'il y a un décloisonnement des menaces. Fondamentalement, la diplomatie cyber à l'ONU, elle était dans deux enceintes depuis 25 ans. Depuis 25 ans, on parlait en première commission de réguler le comportement des États. Et l'idée, finalement, dans le prolongement de tout le mouvement de dissuasion nucléaire, puis de désescalade nucléaire, la discussion, c'était on va faire des normes de comportement responsable, on va se surveiller les uns les autres pour respecter ces normes, on va être suffisamment clair et précis pour que quand on ne mésinterprète pas le geste d'un autre et ça nous envoie pas dans une escalade incontrôlée. Ça, c'était un peu la diplomatie cyber en première commission à l'ONU. Et puis, il y avait des discussions en troisième commission sur la cybercriminalité, qui fondamentalement tournait autour de la question: est-ce qu'on peut organiser de la coopération policière simple et efficace dans le respect des droits de l'homme, disaient les Occidentaux, et dans le respect de la souveraineté des États, disaient les Russes. Et on avait 2 conversations qui se croisaient presque jamais, en fait. Et aujourd'hui, je viens d'y faire allusion, la cybercriminalité est désormais une atteinte à la sécurité des États, c'est aussi simple que ça. Et tolérer sur son territoire des cybercriminels, voire les encourager vaguement, ou leur laisser comprendre que la police ne les cherchera pas trop s'ils tapent de ce côté-là, ça peut faire partie d'une vraie stratégie géopolitique. Et donc on est obligé de réfléchir à ce nouveau contexte. Et ce nouveau contexte est compliqué par la difficulté d'attribution. Alors je voudrais qu'on s'entende là-dessus. Une des propriétés du fameux cyberespace dont j'ai parlé, l'Internet neutre, libre, décentralisé, c'est qu'en vérité, l'anonymat n'y existe pas. Tout paquet d'informations qui circulent a un émetteur et un destinataire. Et si on y met le temps suffisant, on comprend ce qui s'est passé. Donc les gens qui pensent qu'on peut taper en toute impunité dans le cyberespace se trompent. Mais évidemment,
Si je construis une attaque en utilisant Tor et en prenant le contrôle d'une machine dans un pays A, qui va prendre le contrôle d'une machine dans un pays B, qui va prendre le contrôle d'une machine dans un pays C, je peux maquiller mes traces suffisamment pour qu'il faille des années avant d'avoir une certitude absolue. Et évidemment, dans un contexte de dissuasion, dire aux gens « je t'attraperai dans 3 ans », c'est pas la même chose que dire « si tu m'attaques, je réagis à la première minute de l'attaque ». Donc ça complique profondément la construction de l'équilibre et des rapports de force. Et puis, on est en train, c'est la frontière actuelle des débats à l'ONU, de travailler sur une question qui en fait est très compliquée et très essentielle, c'est celle des diligences requises, des due diligence. Alors, je vous l'explique brièvement parce que c'est très important. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de juriste de droit international dans la salle qui va me dire que je simplifie un peu. En droit international, si un acteur hostile se met en Allemagne et bombarde la France par-dessus le Rhin, le droit simple de la légitime défense m'autorise, bien sûr, à détruire son lance-missile et à faire cesser immédiatement cette attaque contre la France. Et c'est normal. Et après, on s'explique avec les autorités. En droit cyber, nous l'avons dit, on sait que l'attaque d'un adversaire hostile, elle passera pratiquement à coup sûr par un 3e pays, ou un 4e, ou un 5e, etc. Donc, bien sûr qu'on a toujours le droit de légitime défense et de sauver la vie de nos citoyens, mais il ne faut pas créer un système où ce droit de légitime défense devienne une arme contre nous, parce que finalement, c'est, voilà, je veux taper l'Allemagne, donc je me mets dans le système de santé allemand pour taper la France, et c'est la France qui détruit le système de santé allemand. Donc il faut s'assurer que ce droit de légitime défense ne devienne pas une arme facile à utiliser contre nous. Donc pour ça, on a dit, c'est facile, c'est que l'État par lequel passe l'attaque doit faire le ménage ou appeler au secours celui qui est attaqué. Mais on voit bien tout de suite qu'un État peut le faire mollement, en disant « je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'y arrive pas ». Donc il faut qu'on soit capable de construire le cadre international où on dit « là, je suis désolé, tu ne l'as pas fait sérieusement ». Mais sans pour autant construire une destruction totale de la souveraineté des États. Parce que si on construit un système où on dit donne-moi les mots de passe-route de ton système pour que je puisse vérifier si tu as fait les diligences requises, on recrée. Alors aujourd'hui, par exemple, il y a des enjeux comme ça, qui sont des enjeux longs, compliqués, et que la diplomatie travaille. Alors en général, à l'ONU, il y a une longue histoire de la diplomatie cyber, depuis plus de 25 ans. En fait, on a créé pratiquement tous les 3 ans un groupe d'experts gouvernementaux qui a travaillé pendant 3 ans, qui a fait avancer la question. Et puis, il y a 3 ans, on est allé un peu plus loin, on a créé un groupe ouvert. Donc là, il y avait 190 pays. Et chaque fois, on fait des petits progrès, mais précis, sur ces questions-là. Donc, c'est un travail essentiel, c'est une partie de la diplomatie. Mais justement, et je vais terminer en partageant ça avec vous, depuis quelques années déjà, la diplomatie française essaie d'expliquer à nos alliés, puis aussi à des gens qui sont moins alliés, puis même à des gens qui ne pensent pas du tout comme nous, que tout ça c'est bien joli, mais en fait c'est indispensable, hein, je le pense. La manière dont nous avons travaillé tous pour construire des règles claires sur la manière dont on appliquera le droit international dans le cyberespace, c'est peut-être ça aussi qui a évité, après tout pour l'instant, on n'a pas eu de conflit majeur à cause d'un dérapage dans le cyberespace, alors même que les États s'agressent, se chamaillent, s'espionnent, rentrent dans leur système sans arrêt depuis 25 ans. Donc, dans une logique de non-prolifération et de non-escalade, ce travail diplomatique classique est indispensable, et je ne vais pas dire le contraire. Mais nous, on pense qu'il est absolument insuffisant. Il est absolument insuffisant parce que si on met des normes en disant « c'est pas bien de faire ça », dans un monde hyper facile à hacker, dans un monde où l'IT est faible, dans un monde, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, ou j'espère qu'il y en a dans la salle en fait, où les fabricants d'objets communicants continuent à vendre des devices, des objets dont le mot de passe par défaut c'est 0000, sachant que 80% des clients ne vont pas les changer et que les hackers le savent. Si on vit dans un monde où un gars qui découvre une vulnérabilité, il fonce le dire dans une conférence internationale avant de s'assurer que la boîte a corrigé la vulnérabilité. Si on vit dans un monde où 2-3 États pensent qu'ils sont 10 fois plus forts que les autres et qui peuvent utiliser la règle 0 du droit international qui est pas vu, pas pris, eh ben vous pouvez mettre des normes autant que vous voulez, ça suffira pas. Je dis parfois, dans un exemple très trivial, la police, elle vous protège chez vous, elle me protège chez moi, mais la nuit, je ferme les portes et les fenêtres, et si je dormais avec la porte grande ouverte, la police et la justice
et la compagnie d'assurance, ils me diraient, écoutez mec, c'est votre faute, quoi. Et ben dans le cyber, nous on commence à dire c'est un peu pareil. Quand même, la sécurité par défaut des infrastructures, la capacité des États à se protéger, parce qu'on dit à plein d'États, vous devez absolument construire une cyberpolice, certes une cyberjustice, et on ne leur donne pas un euro pour les aider à le faire. Et vous savez comme moi que dans un système informatique, la sécurité globale, c'est la sécurité du maillon le plus faible. Donc si on a sur Terre 3-4 États en faillite, sans aucune cyberpolice ou cyberjustice, on est tous menacés. Donc la montée en capacité des États, le fait que les entreprises prennent leurs responsabilités, comprennent qu'elles ont une responsabilité dans la solution, développent une culture de sécurité by design, de sécurité par défaut, un travail plus régulier avec les entreprises, avec les ONG, celles qui font du secours aux victimes, celles qui font de l'éducation au numérique, celles même qui défendent les libertés fondamentales. Tout ceci nous semble indispensable. Et tout ceci n'est pas porté, ou n'était pas porté il y a 3 ans, dans les négociations à l'ONU. Et donc je termine en partageant avec vous 2 initiatives importantes de la France. La première, c'est l'appel de Paris. Il y a 3 ans, jour pour jour quasiment, le président de la République, au cours de l'Internet Governance Forum, a lancé un appel à tous les acteurs de bonne volonté, c'est-à-dire les États, les entreprises, la société civile, les ONG, les autorités locales, etc., pour que nous défendions 9 principes. Et alors ces principes, c'était intéressant parce qu'on avait évidemment beaucoup réfléchi. Moi, je suis arrivé le lendemain, donc je ne défends pas mon bilan là. 6 d'entre eux, c'était justement ce que nous avions péniblement glané pendant 25 ans de négociations de droit international. Et 3 d'entre eux, ils ouvraient ces nouveaux chapitres de la responsabilité qu'il faut construire avec le secteur privé. Il y avait aussi, par exemple, l'idée qu'il faut, nous considérons, la France, l'Europe, je pense, tout entière, qu'il faut dissuader la culture du hackback, que la solution n'est pas d'entrer dans un monde où les entreprises ont toutes des armées privées et que voilà, l'État c'est comme ça, c'est le monopole de la violence légitime. On aime ou on n'aime pas, mais c'est à tout prendre mieux de faire ça à 190 qu'à 190 000. Donc on essaye de dissuader l'escalade par la riposte du secteur privé. Donc 3 des mesures sont des mesures qui ouvrent ces nouveaux chapitres. L'appel de Paris, ça a été un succès qui a dépassé nos espérances. On a eu très très vite 70 États, dont très très vite, et ça c'est une vraie chose, je le dis devant la DG Connect, des choses que je sens. La solidarité des Européens dans ces questions est immense. Et quand on fait des initiatives dont je vous parle, en général, évidemment on les prévient avant, mais il ne faut pas 48 heures pour que toute l'Europe en bloc dise c'est vrai, on est là-dessus. Et ça c'est très plaisant, surtout dans un contexte onusien, où ça compte de montrer qu'on est capable de se concerter et d'avancer groupé. Et donc l'appel de Paris, très vite on a eu 70, puis maintenant 79 États. Bon, il n'y a pas les très grands, il n'y a pas les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, mais ça ne nous dérange pas en fait, puisqu'on fait aussi un club de gens qui veulent travailler ensemble vraiment et qui ne disent pas je sais tout, je suis plus fort que les autres. Et puis on a eu 20 autorités locales, dont justement l'État de Washington et l'État de Californie, et puis 800 entreprises, dont les plus grands et des 5 continents, dont Huawei, dont Kaspersky, dont Groupe eBay, dont je salue le directeur qui est actuellement en prison accusé de haute trahison. Et puis, parce qu'il a coopéré à certaines enquêtes policières avec les autorités occidentales, ce que je croyais être un cadre sur lequel on était tombé d'accord. Voilà, c'est dit. Et 350 ONG. Et donc d'abord, on a créé un forum assez vocal de gens qui disent, en fait, ces principes, ça compte. Et ensuite, on s'est mis au travail au sein de ce groupe et on a commencé à creuser sérieusement. Donc disons, on avance de phase sur les discussions à l'ONU, ces questions un peu complexes dont je vous ai parlé, le hackback, toutes ces zones grises en fait, où c'est très très difficile d'avoir les idées claires. Et précisément, et c'est ma dernière idée, fort des idées qui se brassaient dans l'appel de Paris, et notamment, moi du coup, j'y ai rencontré des CEO de grands groupes industriels qui venaient me dire, bon, c'est bien ce que vous faites en diplomatie, mais suis-je plus en sécurité qu'avant ? Et j'étais obligé de dire, non. Et donc, en fait, au bout du 20e, vous vous dites, il faut peut-être changer notre diplomatie, quoi. Et donc, fort de tout ça, à la fois des idées et du mandat, la France, et là aussi, très vite, toute l'Europe, a proposé à l'ONU de doter l'ONU d'un nouveau véhicule pour traiter les questions cyber, qui est ce qu'on appelle un programme d'action.
Il en existe déjà un sur le désarmement pour les petites armes. Un programme d'action qui, contrairement au truc précédent qu'on fait depuis 25 ans et dont je vous ai parlé, où en gros on négociait une résolution finale, qui soit une équipe dédiée, avec des moyens dédiés, pour travailler dans la longue durée et surtout pour être capable d'héberger des actions concrètes. La première de ces actions concrètes, ça serait de financer le développement capacitaire des États qui en font la demande. Parce que si un État vient nous dire « je suis strictement incapable de mettre mon pays en cybersécurité », il ne faut pas lui dire bah, « alors vous êtes un dangereux criminel ». Il faut voir dans quelle mesure on l'aide et on le met sur une trajectoire de capacité. Mais qui pourrait aussi porter d'autres initiatives. Moi, je serais très favorable à un index international de cybersécurité parce que, ancien DSI que je suis, je sais quand même que dans la communauté des DSI, on sait bien que les attaques, elles passent toujours par les mêmes chemins. Et on aimerait bien que ça se dise un peu publiquement pour que les entreprises se sentent tenues de corriger le tir. Il faut le dire, ça aussi. Voilà, on pense aussi qu'on pourrait faire des progrès au partage de données pour la recherche. Parce que si on mettait nos traces d'attaque dans une gigantesque data lake pour faire du forensic, on ferait progresser tout le monde. Et donc voilà, on est en train de porter, ça va nous occuper toute l'année, parce qu'on compte le présenter à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Mais l'idée de doter les États-Unis d'une structure orientée action, construite entre les États et la société civile, j'ai oublié de dire ça, ça serait multi-acteurs, et capable de peser, c'est peut-être le plus important, une sorte d'inflexion du débat international en disant oui, on continue à débattre de nos normes et du comportement responsable, mais maintenant, il est peut-être temps aussi de fabriquer un Internet plus résilient et un cyberespace plus sécurisé by design. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, après une très longue journée. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. C'était évidemment un honneur de vous avoir à nos côtés ce soir et d'évoquer ces sujets. On va suivre évidemment ce que vous évoquez, les travaux qui vont se poursuivre avec et soutenir, pas seulement suivre. Vous allez pousser. Mais je précise que notre média Sécurité Défense Magazine est signataire de l'appel de Paris depuis les débuts. Et je sais que beaucoup ici le sont aussi. Et puis on sait que vous le disiez, l'appel de Paris, c'était le 11 novembre, et donc c'est très bientôt. On va suivre le mois prochain ce qu'il va aussi se passer en termes d'anniversaire autour de ces sujets. Beaucoup se poursuivra en 2022, et puis les travaux avec l'organisation nationale, donc l'Organisation des Nations Unies, que nous suivrons également. Merci d'avoir été avec nous pour cette journée. Merci beaucoup.